Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour Christelle. Bonjour tout le monde. Alors, nous avons le plaisir de retrouver Christelle Foutan qui va nous parler aujourd'hui de son parcours, de sa reconversion. Et voilà, Christelle, moi je vais commencer tout de suite par vous laisser vous présenter et nous raconter un petit peu qui vous êtes et déjà ce que vous faites, voilà, ce que vous faites aujourd'hui. Très bien, ok. Bah, écoutez, avant toute chose, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à Salon Professionnel de me donner l'opportunité de rencontrer d'autres personnes et de parler reconversion professionnelle. Donc, je m'appelle Christelle, j'ai 48 ans et j'ai effectué une reconversion professionnelle il y a 3 ans, donc aux alentours de 45 ans. Projet que je travaillais et que je mûrissais déjà depuis 2 petites années. Donc, mon parcours est un parcours assez standard pour quelqu'un de mon âge. J'ai fait des études supérieures. J'ai déjà effectué une première reconversion dans le cadre de mes études supérieures, puisque pour faire très court, j'étais partie après mon bac pour devenir interprète de conférence. Donc, je me voyais interprète de conférence à l'UNESCO ou à l'ONU. Et puis après 2 années d'études, je me suis rendu compte que je ne voulais plus être interprète de conférence et que j'étais plutôt attirée par les échanges, par le business et que je voulais me servir de mes langues pour faire autre chose. Donc je me suis reconvertie et je suis partie dans le business classique. J'ai fait une formation en marketing, gestion financière et commerce international. J'ai eu plusieurs postes en entreprise et j'ai fini à un poste de direction mondiale qui était très sympa, avec des grosses équipes. Je voyageais beaucoup, mais comme je le disais à l'instant, à l'âge de 45 ans, je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose, que ce type de job, ce type de responsabilité ne correspondait plus forcément à ce que j'attendais en termes de réalisation professionnelle et de réalisation personnelle. Voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai effectué ma reconversion professionnelle. D'accord. Vous pouvez peut-être nous dire un petit peu plus quand même sur votre, voilà, sur la mission que vous aviez, la responsabilité également, le rythme de vie que vous aviez à cette Oui, époque-là, pour qu'on comprenne à un moment le déclic peut-être qui a, ou oui, les déclics d'ailleurs. effectivement, oui, oui, je pense que c'est une question effectivement qui est assez critique. Alors à cette époque, je travaillais pour un groupe qui avait 12 000 personnes, 12 000 employés, et j'étais responsable de la gestion de la qualité de toutes les usines et de tous les sites du groupe. Donc c'était un groupe international, donc j'avais 19 sites sous ma responsabilité, j'avais une équipe de 1000 personnes aussi sous ma responsabilité, donc mon rythme de vie, c'était énormément de voyages. Donc beaucoup d'avions, beaucoup d'hôtels, ce qui très souvent et sur le papier a l'air assez glamour, mais qui finalement ne l'est pas beaucoup, parce qu'on passe beaucoup de temps finalement dans des taxis, dans des salles de réunion. On ne voit pas grand-chose des pays dans lesquels on va. Beaucoup de stress parce que, donc, grosse responsabilité. Je faisais partie du top 5 de ce groupe international. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps finalement à réfléchir à son entreprise, à réfléchir à son poste. Et pour moi, il s'agissait quelque part de l'image du petit hamster dans sa roue qui n'arrête jamais de tourner. Et j'avais pas beaucoup de temps pour moi, j'avais pas beaucoup de temps pour ma famille. Et donc, c'est ça aussi qui m'a fait réfléchir à 45 ans à la façon dont je voulais vivre ma vie. Donc, le poste que j'avais, c'était un poste que beaucoup de personnes m'enviaient. Surtout les femmes, par exemple, hein, parce que j'étais un symbole dans mon entreprise. Et lorsque j'ai décidé de quitter cette vie, beaucoup de personnes, notamment des femmes, m'ont dit mais enfin Christelle, tu n'y penses pas, tout ce que tu as travaillé pour arriver à ce niveau-là, beaucoup de gens t'envient, beaucoup de personnes souhaiteraient être à ta place. Est-ce que tu es bien certaine de faire le bon choix? Donc il y a eu une notion vraiment de pression sociale hein, dans ce choix-là. Mais oui, Bah j'ai oui, parce décidé que tout que vous souriait finalement, vous aviez des belles responsabilités, une belle progression, vous c'est ça, étiez c'est ça. reconnu pour ce que vous faisiez. Oui, je crois on peut dire, et je dis ça sans aucune flagornerie, sans aucune fierté particulière. J'étais une marque à moi toute seule hein, dans la société. J'étais connue, donc même quand je me déplaçais à l'extérieur, par exemple, j'ai travaillé avec des autorités réglementaires au niveau de la Commission européenne, au niveau d'une autorité dont on entend parler actuellement en France, la NSM, qui dépend du Mhm. ministère de la Santé. Donc j'ai été connue dans ces organes-là, dans ces instances. Alors c'est vrai que c'est très sympa,
Mais voilà, on peut avoir un parcours assez brillant, on peut avoir un parcours assez exemplaire que l'on a choisi et à un moment donné, faire un choix différent et se dire, je ne veux pas rester prisonnière de ce parcours parce que je ne m'y sens plus à mon aise et je décide que mon parcours va prendre une nouvelle trajectoire et une nouvelle orientation. Et donc, c'est ce que j'ai fait, comme vous disiez, en dépit de tout ce côté un peu strass et paillettes et ce côté assez prestigieux que je pouvais retrouver dans mon poste. Voilà. Ça ne suffit plus à un moment. Ça ne suffit plus à un moment et je crois, alors je parle bien sûr par expérience, je crois que ce qui est très important, c'est d'avoir le courage et l'assurance naturelle pour se poser les bonnes questions. Et quand on commence à ressentir une limitation, une sorte d'ennui, une sorte de lassitude, des questionnements sur pourquoi est-ce que je fais ça, est-ce que ça me correspond bien. Il faut avoir le courage de se poser ces questions-là, il faut avoir aussi le courage d'y répondre, sincèrement. Parfois, il peut s'agir d'une lassitude passagère, et parfois une réorientation dans son poste est suffisante. C'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. Voilà. Et puis un jour, on se dit, non, la lassitude n'est plus passagère, je suis prête pour autre chose. Et donc, je suis prête non pas pour refaire ma vie professionnelle, mais pour la continuer, mais différemment. Alors, quels ont été les déclics majeurs qui vous ont fait dire, c'est pas passager, on est vraiment... Voilà, je suis installée dans une réflexion, j'ai envie de changement. Alors, je ne sais pas si on reviendra sur ce sujet-là un petit peu plus tard dans cet échange, mais la première chose, ça a été effectivement que cette lassitude s'est installée dans la durée. Et donc, si vous voulez, mon déclic ne s'est pas fait du jour au lendemain en 24 heures. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Oh, tiens, ça y est, c'est le moment ». Ça s'est joué sur quasiment 2 ans. Donc, c'est long, 2 ans. Mais c'est aussi la durée qui m'a permis finalement de mûrir mon projet et de bien y réfléchir et surtout de bien savoir, à défaut de savoir au départ au moins ce que je voulais, de bien savoir surtout ce que je ne voulais plus. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, premier déclic dans ce rôle de direction mondiale que j'avais, à un moment donné, j'ai eu l'impression de devoir jouer un rôle. Alors, pas comme un acteur de théâtre, mais on attendait de moi en tant que dirigeante, et on attendait la même chose de mes collègues, on attendait une disponibilité quasiment H24, 7 jours sur 7. On attend de vous, parce que vous êtes en représentation, souvent vous représentez l'entreprise, d'être toujours au top, d'être toujours en pleine forme, de toujours savoir ce qu'il fallait dire, de toujours avoir des solutions, de ne jamais être frustré, de ne jamais être fatigué, de toujours défendre les valeurs de l'entreprise. Alors, il s'agissait d'un groupe coté en bourse. Donc, parfois, vous êtes amené à devoir prendre des décisions qui font sens pour l'entreprise, qui font sens pour les actionnaires, décisions auxquelles vous, à titre personnel, vous n'avez pas forcément envie d'adhérer, mais votre rôle vous impose d'y adhérer. Voilà. Donc, je suis très transparente. À un moment donné, jouer ce qui me paraissait être un rôle qui n'était plus tout à fait en adéquation avec mes valeurs personnelles a été un premier déclic. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, si tu veux plus faire ça, c'est à toi de prendre les rênes de ta vie en main et de décider finalement ce que tu veux faire. Voilà. Oui, je vous laisse continuer parce que effectivement, c'est pas après, il y a eu, comme je vous disais, quand on a préparé cette interview, moi, je peux lister 4 déclics finalement. Alors, je vais les expliquer rapidement parce que j'espère que ça amènera aussi peut-être d'autres femmes à dire, tiens, il n'y a pas forcément qu'une raison fondamentale, mais il peut y avoir plusieurs raisons qui, à un moment donné, vont se combiner. Donc, la deuxième chose qui est liée finalement à ce que je viens d'expliquer, c'est que du coup, je suis arrivée à un moment donné à la conclusion que le déséquilibre entre ma vie privée, ma vie familiale et ma vie professionnelle était trop important. J'ai toujours été entourée par une famille qui m'a beaucoup soutenue. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 filles adolescentes, 14 et 16 ans. Donc, à cette époque-là, elles étaient beaucoup plus jeunes. Mais elles m'ont toujours soutenue, elles ont toujours été fières d'avoir une maman avec une carrière qu'elle avait choisie. Et mon mari m'a toujours aussi largement encouragée à accepter les promotions qui m'étaient proposées. Mais voilà, à ce moment-là de ma vie, j'avais envie d'être plus présente, j'avais envie d'avoir une vie sociale, une vie affective, puisque quand on passe son temps dans des avions, on est peu là, on est peu présent.
et j'avais l'impression d'être en transit, finalement, quand j'étais chez moi. Donc ça, c'était le deuxième déclic. Le troisième déclic, c'est que suite à une année particulièrement compliquée du point de vue business dans mon entreprise, où moi j'ai été particulièrement sollicitée dans mon rôle en tant que responsable, notamment vis-à-vis d'autorités sanitaires, j'ai frôlé le burn-out. Donc j'ai mis du temps pour m'en rendre compte, mais j'ai très vite identifié des symptômes qui ressemblaient très étrangement à des symptômes de burn-out. D'accord. J'en ai parlé avec une amie DRH que j'ai mise dans la confidence et qui m'a dit, écoute, je pense que là, tu pars sur une très mauvaise trajectoire et il faut que tu réfléchisses à ta santé avant tout. Être une femme et faire carrière ne peut pas se faire au détriment de sa santé et de sa propre vie. Donc, lorsque j'ai identifié cet aspect-là, je me suis dit que voilà, il fallait mettre un terme à tout ça. Et enfin, le quatrième déclic, qui je pense aussi est important, donc là je me livre un peu à titre personnel et privé, mais ça peut aider certaines femmes, parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir rencontré ce genre de situation. Une de mes filles a été diagnostiquée polyallergique alimentaire. Alors en soi, ce n'est pas une maladie excessivement grave. En revanche, c'est une maladie qui nécessite de complètement réorganiser le quotidien de l'enfant au départ, avec beaucoup de surveillance, mais aussi le quotidien de toute la famille. Et lorsque vous voyagez et lorsque votre conjoint voyage aussi, tout d'un coup, tout doit se réinventer et tout devient très compliqué. Voilà, donc moi j'ai eu 4 déclics, encore une fois, qui se sont chevauchés, qui se sont combinés, qui se sont développés en parallèle, mais qui, mis bout à bout dans un shaker, si vous voulez, voilà, ont été les éléments déclenchants. Voilà. Et pour ça, vous vous êtes fait accompagner parce que j'imagine que quand on sait, voilà, on veut changer, on veut bouger, c'est pas tout d'en avoir conscience. Et derrière, il y a certainement des freins, des peurs surtout, enfin, de lâcher on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on va perdre, on sait pas forcément ce qu'on va retrouver. Comment on se dit, surtout quand on a beaucoup de choses. Oui. Bah, alors vous savez, il y a ce que vous me posez comme question, ça me fait penser à 2 expressions. La première, c'est ne pas lâcher la proie pour l'ombre, d'accord ? Oui. Et la deuxième expression, c'est que l'herbe a toujours l'air d'être plus verte chez le voisin que chez nous. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, oh là là, attention, peut-être que tu veux lâcher ce que tu as, mais tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Et puis après, je me suis dit, mais peut-être que l'herbe a l'air bien plus verte à côté, et en fait, elle ne l'est pas, et tu ne vois plus combien ton herbe à toi est verte. Voyez ? Donc, c'est vrai. Alors, en plus, comme je l'ai dit précédemment, comme j'étais dans un poste assez prestigieux, j'avais des amis autour de moi, j'avais un gros réseau, donc les gens ne comprenaient pas forcément. Du coup, j'ai décidé de me faire accompagner. Et je me suis fait accompagner par un coach qui était aussi psychothérapeute. Alors, je ne dis pas qu'il faut se faire systématiquement accompagner par un coach et qui plus est par un coach psychothérapeute. La raison pour laquelle moi j'ai choisi un coach psychothérapeute, c'est parce que je souhaitais comprendre fondamentalement mon fonctionnement. C'est-à-dire comprendre ce qui m'avait fait développer la carrière que j'avais développée. Entre parenthèses, j'ai été élevée dans une famille qui n'est pas forcément orientée vers la performance, mais dans une famille où le travail est une valeur vraiment cardinale, une valeur très forte, et où, je dirais, le leitmotiv, la culture, si vous voulez, c'est de se dire tu fais ce que tu veux professionnellement à condition d'être la meilleure. Voilà, moi j'ai été élevée là-dedans. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Comme message. Voilà. C'est comme une injonction. Qui pèse. Ouais, c'est une injonction qui pèse lourd, notamment quand vous devez faire ce genre de choix. Donc, comprendre ce qui m'avait amené à faire la carrière que j'avais faite, comprendre, si vous voulez, ce background familial, cet environnement familial, arriver à m'en libérer aussi, il faut le dire, arriver à prendre de la distance par rapport à ça pour définir ce qui allait le mieux me convenir. Parce que finalement, vous l'avez bien dit, je savais au fond de moi que je devais arrêter, je savais ce que je ne devais plus faire, ce que je ne souhaitais plus faire, mais j'avais un frein en fait. Le frein, c'était de franchir le cap et j'avais des peurs. Alors probablement des peurs de décevoir des gens autour de moi, des peurs de ne pas y arriver. Et voilà, cet accompagnement m'a permis de passer au-delà de ces peurs et de franchir ces obstacles-là, qui finalement étaient auto-infligés. Mais voilà. Oui, c'est prendre de la distance avec effectivement ces injonctions familiales, parce que là,
fais ce que tu veux, mais à condition de le faire, d'être la meilleure, c'est une belle pression, on va dire, c'est stimulant. Oui, Puis vous avez quand même bien rempli le contrat, oui. vous pouvez être fier de votre parcours et la voie effectivement était encore bien tracée devant vous et puis tout d'un coup c'est d'aller plutôt à la rencontre de ses propres valeurs. Alors on va peut-être parler un peu plus de ce que vous faites aujourd'hui parce que à titre personnel en échangeant avec vous je trouve que c'est très intéressant ce que vous faites aujourd'hui et la voie que vous avez choisie, notamment dans l'accompagnement des femmes. Oui, oui. Alors effectivement, donc je me suis reconvertie dans l'accompagnement des chefs d'entreprise et de leurs équipes dirigeantes pour les accompagner dans le développement de leur stratégie d'entreprise avec un accent particulier sur le marketing et les aspects commerciaux. Mais à côté de ça, comme vous venez de le dire, j'ai également développé une activité spécifiquement dédiée à l'accompagnement des femmes. Donc, ma société s'appelle Incremento et la branche qui est dédiée à l'accompagnement des femmes s'appelle Incremento le Lab, puisque j'ai souhaité en faire finalement, avec mon associée Cécile, nous avons souhaité en faire un laboratoire de l'entrepreneuriat au féminin. La raison pour laquelle j'ai créé cette activité spécifique, c'est tout simplement sur la base de ma propre expérience. J'ai pu vivre en direct les questions qui se posent. J'ai pu voir également quelles étaient les compétences clés qui étaient nécessaires pour créer une activité. Et lorsque j'ai lancé mon activité, que j'ai commencé à travailler, à avoir des missions, j'ai été contactée par plusieurs femmes qui étaient soit déjà chefs d'entreprise et donc dirigeants de leur propre TPE, soit qui étaient porteuses d'un projet entrepreneurial et qui avaient besoin de se faire accompagner et surtout de se faire rassurer. Donc finalement, ça a amené de l'eau à mon moulin en me disant que la place des femmes étant encore fortement à travailler au niveau sociétal, économique et financier en France, je me suis dit, allons-y, je pense que je serai légitime, j'ai envie et voilà. Donc aujourd'hui, j'en suis là et ouais, j'en suis assez fière, effectivement. Et qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui, parce que en préparant ce rendez-vous, vous me disiez à quel point la question cruciale chez les femmes, c'est la question financière. Oui, alors ouais, c'est vrai que je vous ai dit ça et c'est vrai que je vais le répéter et je l'assume, même si peut-être que certaines personnes qui vont nous écouter ou qui vont voir cet échange en replay seront peut-être un peu froissées d'entendre ça. La capacité et l'aisance à parler chiffres, à parler argent, et surtout à assurer ses arrières financièrement lorsqu'on est une femme qui se lance, pour moi, c'est primordial. Il y a énormément de choses qui sont importantes à côté, mais je crois qu'on le sait, si on est en train d'avoir ces échanges aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la représentation des femmes, notamment dans le monde entrepreneurial, est trop faible actuellement. Il y a peu de femmes à la tête de très grosses structures. Vous prenez le CAC 40, on voit bien qu'il n'y a pas de femmes. Et les femmes, malheureusement, sont trop souvent cantonnées à des entreprises, je dirais, ou à des initiatives entrepreneuriales, mais de petite taille. Et je trouve que c'est dommage parce que je trouve que les femmes savent parler d'argent. Simplement, il faut savoir comment le faire, il faut savoir quand le faire et il faut avoir les bonnes compétences. Donc ça, c'est la première chose. Et après, oui, le fait de se dire je vais me lancer, mais je dois rester financièrement indépendante et je dois rester financièrement finalement assise sur ce que j'ai créé. Je trouve que c'est fondamental parce que ça permet aussi d'asseoir sa légitimité et sa crédibilité. Je suis pas une féministe militantiste, j'espère que ce n'est pas ce qui transparaît dans mes échanges. En revanche, je suis féministe au sens où je pense qu'il est primordial que les femmes soient totalement indépendantes financièrement. Pour moi, c'est un gros cheval de bataille, en effet. Tout à fait. Et c'est vrai que du coup, parce que votre témoignage est donc plutôt sur l'entrepreneuriat, donc la reconversion par la création de sa propre structure, oui. C'est quand même un cap qui demande de la prise de risque, en tout cas oui. de faire des beaux paris, et notamment financiers, et ce qui pourrait aujourd'hui être un frein. Et c'est vrai que vous avez un parcours qui permet de penser que vous avez peut-être pu vous asseoir votre décision de création d'entreprise sur déjà des moyens que vous aviez, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Comment peut-on se lancer dans un projet entrepreneurial
si on n'a pas voilà, ce matelas entre guillemets ou qu'est-ce que vous conseillez aux femmes par rapport à ça, à leur situation de départ? Alors, voilà, on vit dans un monde aujourd'hui où, comme tout le monde le sait, les startups sont très fortement encouragées. Moi, j'ai pour habitude de dire que les startups sont perfusées à l'argent public. Alors, c'est pas très flatteur, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit, hein, il y a beaucoup de millions et de milliards d'euros qui sont déversés dans l'économie sur les startups. Donc, ça veut dire qu'il existe un modèle d'approche qui passe par le financement externe. Si vous avez une idée porteuse, innovatrice, disruptive, hein, comme on dit aujourd'hui, vous pouvez aller chercher du financement. Cela étant, même en considérant ce modèle-là, il faut être bien préparé au fait que les financeurs demanderont à avoir un business plan, demanderont à avoir une preuve du concept que vous portez. Donc, il faut s'habituer à ça. C'est-à-dire qu'on peut se dire, hein, pour répondre très spécifiquement à votre question, on peut se dire, je vais aller chercher du financement externe, mais il faut savoir que même lorsque vous cherchez du financement externe, les investisseurs, les business angels vont vouloir voir ce que vous avez déjà créé, vont vouloir voir une base de chiffre d'affaires, vont vouloir voir une base de clients récurrents. Donc, mon conseil, c'est d'essayer, alors c'est vrai que ce n'est pas toujours possible, on est bien d'accord, mais d'essayer de se préparer un coussin, un matelas pour soi-même. Et ce matelas, même s'il ne vous permet pas de réaliser des investissements à proprement parler dans la société que vous allez créer, ce matelas va au moins vous permettre de vous rémunérer, vous, en tant que dirigeante, et même s'il s'agit dans un premier temps de vous rémunérer à hauteur, avec un salaire qui est moins important que celui que vous aviez auparavant, ça permet tout de même, il me semble, d'exister socialement, d'exister financièrement et de pouvoir continuer à maintenir son propre standing de vie de femme, finalement. Je m'explique. Si vous avez envie de vous acheter une paire de sandales parce que l'été arrive, il faut que vous puissiez le faire. Il faut que vous puissiez continuer à faire ça, même si vous êtes en phase de création d'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est vous, c'est votre personnalité, ce sont vos valeurs, c'est votre façon d'apparaître vers l'extérieur qui doivent continuer à se traduire et qui doivent continuer à exister. Il n'est pas question, finalement, de transiger sur ce que nous sommes. Il faut garder aussi cette existence socialement. Ça me paraît absolument critique. Donc, essayez, premier conseil, de créer ce matelas. Ne pas hésiter, très franchement, et ça je crois qu'on n'aura pas le temps de le développer, c'est dommage, mais ne pas hésiter à demander de l'aide autour de soi, même de l'aide financière. Je pense que beaucoup de femmes seraient surprises de voir combien finalement des amis, des proches de la famille sont fiers quand elles se lancent dans une aventure entrepreneuriale. Donc ne pas hésiter aussi à solliciter lorsque c'est possible, ou au moins poser la question, des petits investissements. Considérez le crowdfunding sur Internet, ça fonctionne très bien. Je connais plusieurs entrepreneuses qui ont créé des TPE en levant des fonds comme ça, sur du crowdfunding. Vous pouvez arriver à lever des sommes qui peuvent aller jusqu'à 6, 7, 8, 9 000, 10 000 euros. Et avec 10 000 euros, on fait déjà beaucoup de choses pour lancer son entreprise. Voilà. Et ça, ce sont des petites étapes, des petites marches que l'on franchit, qui permettent de gagner en assurance, qui permettent aussi de gagner en légitimité dans la maîtrise de l'aspect financier et qui permettront très certainement après d'aller chercher du financement bancaire ou autre. Voilà. Plus loin, plus haut. Donc ne pas en tout cas s'oublier dans l'aventure. Déjà pouvoir toujours prendre en compte qu'en démarrant, tout travail mérite salaire et même quand c'est soi-même qui nous donnons le travail, donc de viser déjà, de ne pas avoir peur de viser haut, de viser loin. Oui. Ça, c'est une dimension, si je peux me permettre, ce commentaire additionnel. Vous avez raison de souligner qu'il ne faut pas avoir peur de voir haut, loin et grand. Et pour cela, savoir travailler un business plan, savoir travailler des hypothèses de croissance et se dire je vais faire le scénario tel que je l'imagine dans mes rêves et je vais faire un scénario qui me paraît être un scénario plus catastrophe. Ça permet de se rendre compte que probablement la réalité peut être entre les deux et qu'elle peut être mouvante et qu'elle peut évoluer.
Je crois que vraiment qu'il faut que les femmes se libèrent, qu'elles aient foi en leurs compétences, qu'elles aient foi et confiance en leur cerveau. Nous avons des connexions neuronales qui fonctionnent tout aussi bien que celles des hommes. Et je ne dis pas que les hommes pensent le contraire, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il faut se décomplexer et qu'il faut se libérer par rapport à nos envies. Nous avons les capacités de le faire. Et quand nous ne les avons pas, nous pouvons nous faire accompagner. Donc, il faut y aller. Parce que voilà, je relis un commentaire qu'on vient de recevoir de Muriel qui nous regarde et qui effectivement revient sur cette idée, je pense, qui est quand même le nerf de la guerre, hein, le coussin ou le matelas financier, Oui. Comme elle dit, et que tout le monde effectivement n'a pas cette possibilité et que c'est souvent le frein majeur, Oui. en tout cas dans l'aventure entrepreneuriale, c'est comment démarrer si on n'a rien. Alors vous disiez ne pas hésiter déjà à solliciter son entourage qui peut avoir envie et cette fierté d'aider une femme entrepreneuse, mais ça ne suffit peut-être pas ou c'est pas toujours possible. Je me permets de réinsister sur cette question qui pour moi permettrait parfois, si on avait plus de clés, d'encourager les femmes à entreprendre. Oui, alors je pense que la question de Muriel, c'est Muriel, hein, le prénom, c'est bien ça. Je pense que la question de Muriel est pertinente et le fait qu'elle soit posée, d'abord, je trouve que c'est bien, bravo de poser cette question. Il y a plusieurs axes pour y répondre. D'ailleurs, je me tiens à la disposition, bien sûr, avec votre accord, de toutes les femmes qui souhaiteraient peut-être poursuivre cette discussion sur l'aspect financier, parce que je pense que là, on va être limité par le temps. Il existe des subventions. Il existe le crowdfunding, comme j'en ai parlé tout à l'heure, cette capacité à lever des fonds qui, au regard des grandes PME ou des grands groupes, sont des petites sommes, mais qui, pour une entrepreneuse en devenir ou en création, sont des sommes qui permettent déjà de se mettre le pied à l'étrier et de créer quelque chose. Je m'explique. Avec 10 000 € que vous pouvez lever, par exemple, par le crowdfunding sur des plateformes comme Ulule ou d'autres, avec 10 000 €, vous pouvez créer un beau logo, vous pouvez créer un beau site internet, vous pouvez créer une belle documentation. Si vous vendez un produit, vous pouvez commencer à acheter des stocks de matières premières, vous pouvez commencer à fabriquer, vous pouvez vous associer les services d'un community manager qui va vous aider à gérer votre présence sur les réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est chef d'orchestre de tout, mais on est expert de rien. Voilà. Exactement. Donc, tel un chef d'orchestre, on doit faire jouer une partition sur tout un ensemble de sujets et pour autant, on ne sait jouer d'aucun instrument. Voilà, en général. Ou peut-être un seul instrument. Donc, se faire aider, c'est bien, c'est même recommandé. Et voilà, des petites sommes. Alors, attention, je ne veux pas être péjorative, 10 000 €, ça n'est pas une petite somme en soi, mais des sommes qui pourraient paraître petites au regard d'une grande entreprise sont déjà des sommes suffisamment importantes pour se lancer. Donc, le financement participatif, crowdfunding en anglais, certaines subventions qui sont accordées aussi, notamment par les régions. Ne pas hésiter à aller les chercher, ne pas hésiter à contacter les banques, par exemple, qui peuvent aussi accorder des prêts. Voilà, il y a plusieurs façons de travailler, il y a plusieurs façons pour commencer à se financer, mais en effet, ça doit rester un sujet primordial. C'est un facteur de réussite, mais c'est aussi un facteur d'échec. Je crois qu'il faut se le dire. Je ne cherche pas à décourager, bien au contraire, je pense que vous l'aurez compris, je ne cherche surtout pas à décourager les femmes. En revanche, c'est souvent un sujet qui n'est pas glamour, qui n'est pas le sujet préféré. Souvent parce que c'est du moins ce que j'ai pu observer, et c'est certainement pas toujours vrai, mais ça l'est dans beaucoup de cas. Il me semble que les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat sur la base d'une passion. Il y a beaucoup de femmes qui disent j'adore cet aspect-là, j'adore créer, enfin voilà, elles ont une passion et elles décident d'en faire leur gagne-pain et de créer une entreprise. Et on a souvent tendance à se lancer à corps perdu dans cette passion-là, finalement en sous-estimant les autres aspects de la création et de la gestion d'entreprise, notamment l'aspect financier. Donc assurez bien cette partie-là et vous verrez que ce sera vraiment un accélérateur pour votre projet finalement. C'est vrai, on dit souvent de se lancer dans un domaine en tout cas qui nous tient à cœur et pour lequel on est passionné, parce que c'est en cas de découragement la garantie quelque part de retrouver de l'énergie pour repartir. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas.
d'être Oui, passionné par un sujet ou d'avoir un petit savoir-faire. Il faut vraiment poser les choses, savoir bien s'entourer là où on a là où on n'est pas expert, même si on est expert de rien vraiment. oui. Et surtout de ne jamais négliger cette question financière. Et alors vous disiez que vous seriez, voilà, si par exemple, imaginons j'ai un projet, je veux me lancer, comment vous pouvez accompagner une femme qui nous écouterait là, qui aurait un projet en train de mûrir? Alors, donc, je parlais de l'activité de conseil et d'accompagnement spécifiquement dédiée aux femmes que j'ai créée, qui s'appelle donc Incremento le Lab. Alors, nous avons deux volets dans cet accompagnement. Soit un accompagnement individuel, c'est-à-dire que l'on va avoir finalement une partie qui va... excusez-moi, quelqu'un essaie de me contacter. C'est les joies du direct, donc je coupe la connexion. Donc un accompagnement individuel qui peut courir sur une demi-journée, mais aussi sur un pack de 10 heures d'accompagnement, où là on va parler du projet de l'entrepreneuse, on va essayer de discuter avec elle, de savoir quels sont ses objectifs financiers, je commence toujours par là, ce qu'elle veut faire, le timing qu'elle s'est donné, etc. Mais nous avons aussi lancé, donc avec ma partenaire et associée Cécile Beauval-Midi, une communauté en ligne d'entrepreneuses, qui est une communauté que j'aime appeler communauté d'un nouveau genre, puisqu'il ne s'agit pas d'un réseau dans lequel on se recommande. Hein. On connaît beaucoup de réseaux. Je vais citer par exemple le BNI, je vais citer Bouge ta boîte, réseau féminin. Je vais citer le Club Protéines, puisqu'on est ici en région bordelaise, où ce sont des réseaux business finalement, mais qui fonctionnent sur le concept de la recommandation réciproque. Vous avez aussi d'autres réseaux où on se rencontre pour échanger, pour faire connaissance dans un cadre business. Donc, cette communauté en ligne, Incremento le Lab, a été voulue comme d'abord une communauté en ligne, et ça, c'était bien avant le Covid. Je ne sais pas si on avait anticipé ou pas. Mais c'est une communauté sur laquelle on travaille des sujets de fond. Et on travaille en co-développement, on travaille en échange de bonnes pratiques. Donc, pour les femmes, par exemple, je reviens à l'aspect budgétaire et financier, pour les femmes qui n'ont pas de matelas financier, rejoindre cette communauté, elle est actuellement d'ailleurs en offre gratuite pour les découvertes jusqu'au mois de septembre, mais ensuite nous avons des abonnements à 1 euro par jour ou 3 euros par jour, qui permettent de rejoindre une communauté et de travailler sur des fils de discussion très spécifiques qui sont des sujets de fond. Donc, par exemple, actuellement, là, sur le mois de juin, nous travaillons la prospection. Alors, c'est vrai, la prospection, c'est pas glamour quand on le dit comme ça, mais la capacité à chercher des clients, à les trouver, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Voilà. Donc, soit par cette communauté, soit par un accompagnement individuel. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, c'est passionnant. Je regarde aussi, on a d'autres sujets que nous avions déjà abordés. Et vous, alors, du coup, par rapport à votre équilibre familial, social et professionnel, vous êtes aujourd'hui satisfaite de cette nouvelle direction? Parce que Incremento est né il y a combien de temps maintenant? Alors, 3 ans. On est dans la 3e année. La réponse est oui. Je suis totalement satisfaite de cet nouvel équilibre que j'ai pu trouver. Alors, je dirais qu'il ne faut pas se tromper. Quand on crée une entreprise, il y a un certain niveau de stress qui va avec, parce que lorsque vous êtes salarié, vous êtes dans une certaine forme de confort. On a un revenu qui arrive tous les mois, on a un salaire. Dans certains cas, peut-être des primes. Alors, certes, qui sont variables, mais il y a un niveau de confort que l'on n'a plus lorsqu'on crée son entreprise. Donc, il faut être capable d'assumer et d'accepter de vivre avec ces nouvelles versions du stress. Mais partant à nouveau de mon expérience, je crois qu'à partir du moment où l'on sait ce que l'on a fait et pourquoi on l'a fait, voilà, moi j'ai pour habitude de dire qu'il ne faut jamais avoir de regrets dans la vie. Et pour ne pas avoir de regrets, il faut faire les bons choix pour les bonnes raisons. Donc, moi, je voulais un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Je l'ai. Je voulais être plus proche de mon conjoint et de mes filles. C'est ce que j'ai pu réaliser. Je voulais pouvoir reprendre une vie sociale et une vie, je dirais, amicale. C'est ce que j'ai pu faire. Et je voulais continuer à m'épanouir dans une trajectoire professionnelle un peu challenging, on va dire. Et donc, je crois que j'y suis en plein dedans. Voilà.
Ouais, vous disiez créer son entreprise, c'est pas forcément travailler moins, c'est Oui, travailler différemment. C'est quand même oui, beaucoup d'énergie. oui. Oui, ça demande beaucoup d'énergie, d'autant plus qu'on est souvent seul au démarrage, à se poser beaucoup de questions, d'où l'intérêt de se faire accompagner du reste. Oui. Mais on gagne en flexibilité. Donc on gagne pas forcément en charge de travail ou en préoccupation, mais on gagne en flexibilité. Oui, je pense que, alors je vais prendre peut-être un exemple un peu caricatural, j'espère que les auditrices me le pardonneront. C'est vrai que par exemple, on ne peut pas se dire je vais créer une entreprise et être aux 35 heures. Je crois que c'est pas possible. Il faut être réaliste hein, en fonction de ce qu'on veut créer. Il faut beaucoup travailler. Il faut un volume d'heures qui est très important, notamment au départ, et notamment lorsqu'on va ajouter des petites briques à son entreprise. Hein, quand on va vouloir développer, par exemple, je parlais de la prospection tout à l'heure. Donc, quand on va se dire bon ben là, je dois aller chercher des nouveaux types de clients, c'est du travail en plus. Mhm. En revanche, le gros avantage, c'est qu'en effet, on gagne en flexibilité. Donc, si vous avez envie de travailler le soir après avoir couché vos enfants, c'est possible. Si vous avez envie de vous lever à 4 heures du matin, moi personnellement, je ne le fais pas, mais si vous avez envie de le faire pour travailler avant de lever vos enfants, vous pouvez le faire. Moi, par exemple, il me tient à cœur de prendre le petit déjeuner avec mes filles. C'est une règle personnelle que j'aime beaucoup. Ben, c'est vrai que quand vous êtes indépendante, quand vous créez votre société, ben, vous pouvez vous organiser autour de ça. Donc, vous pouvez vous créer vos petites bulles de bonheur, vos petites bulles où vous allez vous retrouver et travailler autour de ça. Donc oui, grosse flexibilité, mais pour autant beaucoup de travail aussi. Très bien. Mais les deux se combinent bien. Et une dernière question, Christelle, est-ce qu'aujourd'hui vous vivez de votre activité? Oui, alors aujourd'hui, je vis de mon activité. C'est la troisième année, je suis dans ma troisième année. J'ai vécu sur les 2 premières années sur une grosse partie sur des économies que j'avais réalisées parce que j'avais prévu. Ouais. Voilà. Donc, d'où l'intérêt, hein, comme je disais précédemment, de savoir où on veut aller et ce que l'on veut faire. Et le fait d'avoir pu vivre sur des économies, finalement, m'a permis de générer du chiffre d'affaires. Et avec ce chiffre d'affaires, j'ai pu en réinvestir une partie pour investir dans des outils, pour investir dans la présence sur les réseaux sociaux. J'ai pu créer cette communauté en ligne dont je viens de parler et j'ai pu finalement la financer sans avoir à contracter un prêt bancaire. Voilà, donc ça m'a permis de démarrer dans de bonnes conditions. Et oui, donc je commence à me rémunérer à un niveau que j'estime correct, mais pas encore suffisant. D'accord. Mais voilà, ça m'a permis de rester indépendante et de ne pas avoir à solliciter de financement par ailleurs et de maintenir un niveau de vie que je souhaitais avoir pour moi-même et pour ma famille en fait. D'accord. Bon. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. On a pu échanger pendant un bon petit moment avec Oui. des interactions. Donc j'espère que bah oui, vous avez pu inspirer les personnes qui nous regardent et qui nous regarderont. Et voilà, bah je vous remercie infiniment de nous avoir consacré ce temps, Christelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup On se verra à vous. bientôt sur un de nos événements. Oui, Vous êtes en avec contact plaisir. avec les personnes de l'équipe Oui. pour le salon de Nantes, c'est ça? Oui, exactement. Donc, nous serons probablement partenaires sur le salon de Nantes et d'autres, j'espère. Pourquoi pas? Ce sera avec plaisir. Ben, avec joie. Et donc, comme je disais, si certaines de vos auditrices souhaitent entrer en contact avec nous de façon tout à fait gratuite, hein, dans un premier temps, bien entendu, Très bien. nous sommes prêtes avec ma partenaire Cécile à discuter avec elle, avec joie. Très bien. Ben, voilà, que les personnes qui souhaitent vous contacter n'hésitent pas à nous laisser un commentaire ou à nous solliciter. On transmettra les messages et vos contacts à Christelle. Merci beaucoup pour cette invitation, en tout cas, et cette proposition pour nos auditrices. Et à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à toutes. À très bientôt. Bonne journée. Salut. Au revoir.